Bonjour tout le monde, Serge Albisser de Maîtriseo. Donc je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire dédié aux mesures de prévention à prendre pour gérer le risque de la Covid-19 dans le cadre du déconfinement que nous vivons actuellement. Je me présente en quelques mots. Je suis le directeur de la région Est de Maîtriseo. Je suis un préventeur, formateur, direct. Donc, je vous propose de débuter immédiatement sans perdre de temps. Voilà. Donc, normalement, vous voyez donc maintenant l'écran de présentation. Je suppose que tout le monde m'entend bien. Si pour vérifier, valider, vous pouvez peut-être actionner la petite main qui se trouve en bas de votre écran. Oui, donc je suis avec mon modérateur technique, Quentin, qui est à mes côtés pour m'accompagner cette démarche. Bon, donc, nous allons débuter. Donc, le Covid-19. Donc, la question est, avez-vous pris les bonnes mesures de prévention? Donc, pour cela, nous allons voir si PowerPoint veut bien avancer. Voilà, c'est fait. 3 points. La mise à jour du document unique. Donc, c'est un point absolument incontournable. Sur quel document il faut s'appuyer pour pouvoir mettre en œuvre les bonnes mesures de prévention et concrètement les points essentiels à traiter. Donc nous passerons un temps plus important sur ce thème-là. Globalement, 35-40 minutes de présentation et le reste du temps, je répondrai à vos questions. Vous utilisez la fonction Q&R qui est en bas de votre écran pour poser les questions. En fin de présentation, nous pour y répondre. Alors la démarche de la mise à jour du document unique. Donc rappel, c'est bien de la responsabilité de l'employeur de mettre à jour le document unique en amont de la reprise du travail. Donc pour les entreprises qui ont arrêté de travailler leur activité avant la reprise du travail, le document doit être mis à jour. Pour les entreprises qui vont continuer l'activité de travail, il a fallu très tôt, très rapidement mettre à jour le document unique. Et si ce n'est pas fait, il faut le faire très rapidement. Nous sommes toujours soumis aux mêmes articles du Code du travail pour le document unique. Ça ne change pas. L'intérêt, l'importance de la mise à jour du document unique, c'est que sans mise à jour du document unique, il n'est pas possible de mettre en œuvre de vraies mesures de prévention. Donc, c'est absolument incontournable. Nous verrons 4 points. L'intégration des IRP, les 9 principes généraux de prévention, la base du travail réel et les autres risques professionnels. Donc, le premier point, l'intégration des IRP, instance représentative du personnel. Donc là, il s'agit des élus du CSE quand il existe, des délégués syndicaux, des représentants syndicaux. Donc ce sont des personnes, déjà des gens qui viennent travailler, qui ont besoin d'avoir des informations comme leurs collègues et qui en plus sont dans leur rôle pour échanger sur ces sujets-là. Donc ils ont à s'exprimer par rapport aux points de prévention, aux mesures de prévention que vous mettrez en œuvre. Pour rappel, la consultation du CSE pour la mise en œuvre des mesures de prévention est obligatoire pour les entreprises d'au moins 50 salariés. Pour les autres entreprises de moins de 50 salariés, il est quand même très important d'intégrer des élus à toutes vos démarches. Une ordonnance a réduit les délais de consultation de façon très importante pour toutes les consultations qui ont un lien avec la gestion de la crise liée à la Covid-19. Par exemple, si le CSE ne fait pas appel à un expert, on passe d'un délai de 1 mois à 8 jours.
Donc c'est quand même une réduction très importante, et ce qui est assez logique, assez cohérent, puisque nous sommes dans un environnement tout à fait inédit, inconnu, que tout le monde découvre au fur et à mesure, avec une situation totalement évolutive en termes de diffusion de pandémie et de connaissances scientifiques. Donc on a besoin de s'adapter constamment. Donc d'avoir réduit les délais sur ce sujet, c'est quand même quelque chose d'important et de bien pratique. Les jugements référés insistent sur l'association des élus aux mesures de prévention. Le problème, c'est qu'on n'a aucun texte qui ne dise de façon très claire ce que veut dire associer les élus aux mesures de prévention. Des commentateurs juridiques affirment que informer et consulter le CSE répond aux obligations de l'employeur. Les juges, dans leurs attendus, il me semble que ce n'est pas tout à fait ce qu'ils disent. Ils attendent plutôt que les élus et les délégués syndicaux, les représentants syndicaux, soient intégrés très très en amont dans l'ensemble de la démarche. Donc c'est un point juridique que l'on verra, mais en tous les cas, il est certain que plus on peut échanger, plus la qualité du dialogue social est là, plus on pourra mettre en œuvre des mesures de prévention qui seront adaptées et qui seront appliquées sur le terrain. Les 9 principes généraux de prévention. Alors on est face à toutes sortes de textes. On verra tout à l'heure quel type de textes qui sont là pour nous aider, nous accompagner. Ces textes sont de nature et d'origine très variées. Ils sont quelquefois contradictoires, puisque, encore une fois, situation totalement méconnue jusqu'à présent, donc c'est clairement très complexe. Et la question, c'est lesquels appliquer, comment les appliquer correctement. Les juges donnent une réponse assez simple. Ils disent, quoi que vous fassiez, vous devez répondre aux 9 principes généraux de prévention. Si vous respectez les 9 principes généraux de prévention, vous répondez à vos obligations. Donc, pour rappel, le premier principe de prévention, c'est d'éviter les risques. Le deuxième, évaluer les risques qu'on peut éviter. Troisième, combattre les risques à la source, etc. Les EPI, équipements de protection individuelle, ce sont les dernières mesures de prévention. La logique des choses, ce n'est pas de débuter en faisant porter des masques, par exemple, c'est vraiment de chercher les solutions qui font qu'on ne serait pas obligé de porter des masques. Donc, idéalement, dans une entreprise où on pourrait mettre sans aucune contrainte, en toute liberté, l'ensemble des mesures de prévention que l'on souhaiterait, on n'aurait pas d'obligation de porter des masques. Bien sûr, c'est une hypothèse tout à fait idéalisée qui n'existe pas dans la réalité. On est bien obligé. En tout cas, nous sommes souvent confrontés à des situations où on ne peut pas respecter les distanciations sociales, par exemple, et on doit porter des masques. Le travail réel. Le document unique doit étudier le travail réel. Donc, la prévention doit être adaptée aux situations réelles de travail, ce qui est un peu compliqué pour la COVID-19, puisqu'encore une fois, nous sommes dans un environnement tout à fait particulier qui était méconnu jusqu'à présent. Ce n'est pas tout à fait simple de se projeter sur ces points-là a priori. Donc, l'employeur, donc vous-même, vous assurez l'effectivité de la prévention sur le terrain, vérifierez que les mesures de prévention sont bien existantes, parce que ça tend forcément à des difficultés d'application, puisque les changements sont quand même extrêmement importants, aussi bien dans les organisations de travail que dans les comportements à avoir, que dans l'utilisation des différents EPI. Donc, il y aura clairement des difficultés sur le terrain. Il faut les repérer, chercher les solutions pour adapter le mieux possible les mesures de prévention aux situations de travail. Pour rappel, le salarié doit prendre soin de sa santé, de sa sécurité, ainsi que de celle des autres. C'est cet article du Code du travail qui vous permet d'imposer aux salariés un certain nombre de mesures pour la prévention. Alors bien sûr, si des salariés se plaignent du port du masque, d'un visière ou autre, il faut regarder quelle est la réalité des choses, parce qu'on peut quand même supposer que quelquefois, dans certains environnements, certaines situations, qu'il y a une certaine difficulté à pouvoir les porter, surtout s'il fait particulièrement chaud.
Le médecin du travail pourra aussi également vous accompagner sur ces sujets-là. Les autres risques professionnels, il ne faut surtout pas les perdre de vue. On est très concentré sur la Covid-19, ce qui est absolument essentiel, mais il ne faut pas oublier les autres risques professionnels. Document unique les répertorie. Tous les risques sont répertoriés dans le document unique. Donc il ne faut pas les négliger, les sous-estimer, les oublier. Et vous devez repérer tous les nouveaux risques qui sont apparus. Vos organisations ont évolué, votre façon de travailler a changé, de nouveaux risques sont apparus, vous devez les repérer, les évaluer, les intégrer dans un document unique. Alors, sur quel document s'appuyer? Déjà, tout ce qui provient d'État, du gouvernement, de la DGT, Direction générale du travail, Direction générale de l'aviation, Direction générale des entreprises, etc. Nous aurons des ordonnances et des circulaires qui auront une valeur juridique absolument certaine. Et ensuite, tous les autres textes, les recommandations, les FAQ, les protocoles, etc., qui vont donner des informations sur lesquelles nous pourrons nous appuyer, puisque émanant de l'État, en respectant globalement ce que l'on trouve dans ces textes-là, on sera forcément très proche de la vérité. D'autres prescripteurs que je vous laisse découvrir, également avec des recommandations, des fiches métiers, des guides, etc. La différence, c'est que le plus souvent, ils seront sur des sujets pointus, précis, ce qui donnera, en fait, affinera l'information par rapport aux documents édités par l'État. D'autres prescripteurs, les partenaires sociaux peuvent l'être, puisque des accords de branche peuvent exister concernant la gestion de la crise liée à la Covid-19, des accords de branche qui peuvent être déclinés en accords d'entreprise. Toute actualité juridique est absolument essentielle. Nous avons beaucoup de jugements référés, puisque, une fois, situation complexe, on peut avoir des désaccords dans les entreprises. Donc, les juges sont quelquefois sollicités pour donner la juste interprétation des textes. Et là, on a une évolution absolument énorme, constante, et il faut surveiller cette actualité juridique-là. Le Code du travail, qui restera, dans tous les cas de figure, la base de toutes ces règles à mettre en place, notamment avec les obligations de l'employeur et celles du travailleur, et le risque biologique, l'article R4421-1 et tous les suivants. Donc, le risque biologique, pourquoi est-ce qu'on en parle? Déjà, le gouvernement, dans certains de ses documents, évoque le risque biologique en disant que la Covid-19 répond au risque biologique du Code du travail et en le classifiant au niveau 2. Quand on lit les articles du Code du travail, on se rend compte que la Covid-19 serait quand même probablement plutôt du niveau 4. Donc il y a 4 niveaux total, le niveau le plus élevé, le plus contraignant. La discussion qui a lieu autour de ces articles, c'est que ces articles ont été rédigés pour les sociétés, les entreprises qui créent ce risque par leur activité, comme les laboratoires par exemple. Ils sont tout à fait adaptés à cet environnement-là. Dans le cadre d'une pandémie avec un risque qui vient de l'extérieur de l'entreprise, certains des articles sont très difficilement, voire pas applicables. Donc on a eu toute une évolution de jugement avec au départ des tribunaux qui disaient qu'il faut appliquer l'intégralité de ces textes. D'autres tribunaux ont dit qu'il faut appliquer ces textes-là, sauf certains qui sont inapplicables. Et à Aix-en-Provence, on a un jugement qui concerne 2 boulangeries. Le tribunal a dit que ces 2 boulangeries ne sont pas concernées par le risque biologique. À aujourd'hui, j'insiste bien, à aujourd'hui, les sociétés, les entreprises qui doivent appliquer les articles de risque biologique sont bien sûr les laboratoires et toutes les sociétés qui sont en lien direct avec des personnes qui sont porteuses ou qui peuvent être porteuses de cette affection. Les soignants notamment, les aides à domicile qui vont préparer à manger, qui vont nourrir, qui vont faire aux gens. Pour ce type de métier, le risque biologique doit être appliqué. En conseil, dans votre document unique, si vous n'êtes pas dans ces métiers-là, ne dites pas que la Covid-19 fait partie des risques biologiques. L'appelez pandémie, comme vous voulez, parce que si vous le mettez dans votre document unique, vous devez appliquer tous ces articles-là.
Et encore une fois, certains sont quelquefois non applicables. Vous devez aussi, dans votre document unique, valider en termes de gravité au maximum de votre cotation. Sur l'exposition au risque, vous modulez, si vous n'êtes pas dans ces métiers qu'on vient de citer, vous modulez. Et l'idée, c'est chaque fois qu'on ne peut pas respecter une distance supérieure à 1 mètre, on estime qu'on est exposé au risque. Alors concrètement, que peut-on faire? Déjà, désigner un référent Covid-19. Le référent, c'est une idée qui est issue de ces fameux articles sur le risque biologique. Donc déjà, vous allez intégrer les IRP dans cette démarche. C'est toujours le mieux, toujours bien discuter ensemble pour qu'ils comprennent bien ce qui est attendu de ce référent. Le référent sera désigné et vous définirez ses missions. Je dirais exactement, de façon très claire, ce qu'il sera amené à faire. Alors, il aura l'évidence, il participera à l'élaboration des mesures de prévention, à l'analyse des situations de travail, à minima. Ce sera quelqu'un qui devra très bien connaître le risque de la Covid-19 et les mesures de prévention que l'on pourra mettre en face. Vous devrez le faire connaître et l'appuyer sur le terrain. Alors pourquoi le faire connaître et l'appuyer sur le terrain? Parce que la Covid-19 concerne toute entreprise, donc le référent aura forcément un rôle transversal dans l'entreprise. Il aura besoin du soutien de l'employeur dans ses missions. C'est quelqu'un qui facilitera la mise en œuvre des mesures de prévention, qui aura un rôle de pédagogie auprès de tout le monde, c'est-à-dire auprès des salariés, auprès des élus, auprès des encadrants, qui remontera des informations auprès de l'employeur, qui sera force de proposition et qui analysera les situations réelles de travail pour s'assurer de la bonne application de la prévention, même s'il ne sera pas tout seul à le faire. La formation et l'information. Premièrement, former. Vous devez former votre personnel aux nouveaux risques. Tous les nouveaux risques qui sont apparus, que nous avons évoqués tout à l'heure. L'utilisation des nouveaux EPI. Les masques, on ne les met pas n'importe comment. On les porte avec certaines précautions. Donc, il faut former les gens, les personnels, à l'utilisation des nouveaux EPI. Et pour rappel, pour les nouveaux EPI, consultation obligatoire du CSE. Les nouvelles méthodes de travail, pour autant qu'elles ont été suffisamment modifiées, vous devez former votre personnel sur ce qu'impliquent vos nouvelles méthodes de travail adaptées aux mesures de prévention de la Covid-19. Les formations initiales sont obligatoires en sécurité. Les formations initiales de sécurité, vous ne pouvez pas les reporter, vous devez les réaliser. C'est un impératif. Ce n'est pas le cas des recyclages. Les recyclages, la prorogation est possible jusqu'au 24 août. Concrètement, ça veut dire que à partir du début du confinement du 16 mars, toutes les périodes qui se sont achevées à partir du 16 mars, c'est-à-dire qu'il y aurait nécessité un recyclage, vous avez la possibilité de décaler jusqu'au 24 août pour faire ce recyclage. Pas au-delà. Et vous répondez à vos obligations. Alors attention, tout le monde s'attend à ce que les organismes de formation aient une très forte activité en juillet et en août, parce que de nombreuses entreprises ont forcément, vu la situation, décalé les formations et vont vouloir être conformes à leurs obligations et réaliser ces formations. Donc, on ne peut que vous conseiller de prendre très rapidement, le plus tôt possible, contact avec vos organismes de formation pour planifier vos besoins en action. Un cas particulier, les formations SST. INRS interdit les formations initiales en SST. Pourquoi? Parce que quand on forme en SST, forcément, on ne respecte pas les distances puisqu'on s'occupe de victimes. Donc, elles sont interdites. Par contre, les recyclages et les MAC SST sont autorisés et ce sera un rappel qui sera fait sans que les stagiaires ne réalisent des gestes. Donc, c'est adapté. C'est la position de l'INRS. Elle évoluera peut-être, mais pour l'instant, c'est celle-ci. L'information, c'est un peu différent. L'information, c'est le rappel, c'est l'affichage. Donc,
Pour rappeler, on affiche des notes de service, des chartes, on affiche aussi de la signalétique, on réalise également des réunions, l'encadrement peut faire des petites réunions avec les équipes pour rappeler les bons comportements, les bonnes attitudes, rappeler les nouvelles règles. Donc cette information absolument essentielle parce qu'il y a tellement de choses à retenir en peu de temps qu'il faut absolument faire vivre ce point-là. La distanciation physique et les gestes barrières. 1 mètre de distance. Si on garde 1 mètre de distance, c'est la première mesure de prévention, c'est la base de la prévention de la gestion de la Covid-19. 1 mètre de chaque côté, 4 mètres carrés par personne, c'est ce qui est demandé. Si la distanciation est garantie, on ne sera même pas obligé de porter des masques. Alors, un point d'attention. La distanciation d'1 mètre, c'est parce que quand on parle, on a des postillons qui sortent et ils ne franchissent pas cette distance d'1 mètre. Par contre, si on met en place des ventilateurs, ces ventilateurs peuvent propulser ces postillons nettement plus loin. Donc, avec les beaux jours qui viendront, ce n'est pas le cas tout de suite aujourd'hui, mais les beaux jours vont arriver. Avec les beaux jours qui viennent, vous ne pouvez pas laisser vos collaborateurs mettre en place les ventilateurs comme ils ont l'habitude de le faire. Vous devez les gérer avec eux. Vous devez vérifier que ça ne pose aucun problème. Les gestes barrières. Tousser ou éternuer dans son coude, le rappeler, l'afficher et le réaliser, ce n'est pas trop compliqué. Utiliser un mouchoir à usage unique, ce n'est pas trop compliqué. Par contre, vous donnerez des informations plus claires, plus détaillées, plus précises pour le lavage des mains. Vous pourrez être amené à dire que, par exemple, vous demandez à vos salariés, ou quand vous demandez, vous exigez en fait, de laver ou toutes les heures, ou toutes les 2 heures, leurs mains, ou quand ils se déplacent à l'intérieur de l'entreprise, à chaque passage ou à certains endroits, mais vous donnerez des consignes très claires d'obligation de lavage des mains à certains moments ou dans certaines situations. Pour les personnes qui sont malades, informez bien votre personnel que si ils développent un symptôme qui peut faire penser à la Covid-19, les salariés doivent rester chez eux, prévenir leur médecin et vous prévenir. Il ne faut surtout pas qu'ils viennent au travail en ayant des symptômes. C'est absolument essentiel. Vous devez passer ce message, insister dessus, parce que si vous avez quelqu'un qui vient avec des symptômes, qui ensuite est validé Covid-19, ça va être quand même sacrément compliqué à gérer. Donc, insistez sur ces points-là. La gestion des flux. Gérer les flux, c'est gérer les flux des personnes, c'est limiter la présence des personnes dans l'entreprise. Déjà, vous devez définir le nombre maximal de personnes. Pour cela, il y a une jauge dont le gouvernement nous a donné les règles de calcul, qui ne sont pas tout à fait simples. Il y aura forcément des discussions sur les calculs qui seront menés. Pour être assez schématique, vous prenez les mètres carrés de votre établissement, vous déduisez toutes les surfaces qui sont occupées. Donc, vous prenez tous les bureaux, vous mesurez les bureaux, vous rajoutez 2 mètres carrés par bureau et vous déduisez toutes ces surfaces. Toutes les surfaces occupées par des armoires, toutes des machines, toutes sortes d'équipements, vous les déduisez. Les circulations sont déduites, les petites salles de réunion sont déduites. Voilà, vous devez déduire un certain nombre de surfaces. Il vous reste une surface résiduelle, vous la divisez par 4, puisque 4 mètres carrés par personne, et vous avez le nombre maximal de personnes qui peuvent être présentes en même temps dans votre établissement. Et vous déclinez ce calcul dans chaque secteur, et vous dites dans chaque endroit combien de personnes au maximum peuvent se trouver. L'inspection du travail demandera forcément, s'ils viennent faire un contrôle, comment la jauge a été calculée. Donc vous devez faire ce calcul et en garder la traçabilité. Pour limiter le nombre de personnes, il faut privilégier le télétravail. Chaque fois que cela se peut, vous devez privilégier le télétravail. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui peut télétravailler doit être 100% de son temps au télétravail. Ça peut être 2 jours, 3 jours, 4 jours par semaine. Ça s'entend tout à fait qu'on ait besoin de la présence des personnes à certains moments. Vous pouvez imposer le télétravail jusqu'au 10 juillet, à aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. À aujourd'hui, à partir du 11 juillet, on revient dans le cadre normal du télétravail et il faut l'accord du salarié.
En attendant, vous avez le droit d'imposer, et presque même le devoir quand il y a une obligation. S'il y a un contrôle de l'inspection du travail, il faut que vous soyez en capacité d'expliquer pourquoi les personnes présentes sont présentes. Quel est l'intérêt? Pour limiter la présence des personnes, on peut décaler les horaires des différents services. Ça limite les afflux à un même moment. On peut décaler d'un quart d'heure, 20 minutes, et en même temps, on décale les moments de pause, ce qui permet de limiter tous les flux de déplacement. On peut éventuellement créer des équipes en rotation. Si vous avez du personnel en journée, peut-être créer des équipes de matin, d'après-midi, pour limiter la présence des personnes en même temps. On va bien sûr tâcher, autant que faire se peut, d'éviter les horaires d'affluence des transports en commun pour des raisons évidentes. Et on limitera les réunions au strict nécessaire avec les personnes incontournables qui doivent absolument être présentes, si possible, du distanciel. D'autres mesures sont à mettre en place. Il ne faut pas oublier que vous devez gérer les déplacements des personnes de l'arrivée au parking jusqu'au poste de travail, et les sens de circulation doivent être mis en place partout où faire se peut. Idéalement, dans un endroit donné, on a une porte d'entrée, une porte de sortie. Quand on a des escaliers, s'il y a deux escaliers, un escalier sera dédié pour monter et l'autre pour descendre, et on crée ainsi un flux de rotation dans un seul sens, pour éviter que les gens, au maximum, que les gens se croisent. Les mesures d'hygiène générale et personnelle. Alors, l'hygiène générale, c'est ce que fera le salarié à son poste de travail. Les mesures d'hygiène personnelle, c'est lui-même pour sa propre personne. Donc déjà, vous pouvez donner des conseils pour les trajets. Vous ne pouvez pas imposer des pratiques pour les trajets, puisque le salarié n'est pas sous votre autorité quand il est en trajet, mais vous pouvez donner quelques conseils qui seront bienvenus. Vous direz comment doivent être gérées les surfaces souvent touchées. Ça peut être des surfaces, des postes de commande de machines, ça peut être des rampes d'escalier, etc. Vous direz comment on gère le poste de travail en lui-même, que ce soit un bureau ou une machine, quelles sont les pratiques à mettre en œuvre pour cette hygiène-là. Cas particulier, les engins de manutention. Les engins de manutention, on a souvent plusieurs conducteurs qui se relayent, soit dans un même poste, soit sur des postes qui se succèdent. Dans quelles conditions prend-on en main un engin de manutention? Dans quelles conditions on le restitue? L'utilisation des équipements communs. C'est aussi bien la photocopieuse que par exemple les toilettes. Comment est-ce qu'on gère, qu'est-ce qu'on impose dans l'utilisation de ces équipements? Les interventions de la maintenance sont un sujet. La maintenance, quand il s'agit de travaux, c'est un peu plus simple parce que les travaux sont normalement planifiés, donc on y intègre toute la prévention nécessaire. Pour le dépannage, c'est un peu plus compliqué. Le dépannage, c'est immédiat, il y a un besoin de production, il y a des attentes, il y a des gens à proximité. Donc, vous devez mettre en place des protocoles d'intervention, de la maintenance dans le cadre d'un dépannage pour garantir la sécurité de ces intervenants. Et vous allez également gérer les déchets de la Covid-19. Donc là, on parle des masques, on parle des gants éventuellement, on parle des mouchoirs jetables. Donc pour rappel, les déchets dans un double sac poubelle fermé, stocké pendant 24 heures dans un local dédié également fermé. Au bout de 24 heures, peuvent être jetés avec les déchets ménagers. Les mesures d'hygiène personnelle, très globalement, ça rappelle des gestes barrières du lavage des mains, de comment et quand. Très globalement, ce sont ces points-là qui seront développés, décrits. Donc là, nous avons parlé de l'hygiène des gens et de leur poste de travail. Vous avez aussi l'hygiène globale des locaux. Et là, vous devez établir une stratégie de nettoyage et les mesures complémentaires qui accompagnent. Déjà, vous définirez les personnels et les horaires d'intervention. Donc, le personnel, il faut savoir, est-ce que ce sont des personnes d'une entreprise extérieure ou interne à votre entreprise? Si c'est une entreprise extérieure, clairement, plan de prévention et votre référent Covid-19 sera bien utile pour aider à compléter ce plan de prévention. Vous décrirez les matériels et les produits utilisés.
Par exemple, les balais sont interdits. Si des aspirateurs sont prévus, il faut qu'ils aient des filtres d'une certaine qualité. Les produits doivent répondre à un ensemble de normes. Donc, vous décrirez tout cela. Les techniques de nettoyage mises en œuvre. Comment, dans chaque cas, on réalisera les gestes techniques. Les locaux concernés. Pour chaque local, il sera établie la stratégie de nettoyage. La périodicité des interventions. C'est-à-dire, est-ce que c'est une fois par semaine, une fois par jour, 2 fois par jour ou plus? Pour chaque cas. Les mesures de prévention des risques, là, nous parlons du personnel qui réalise ce nettoyage. Quelles mesures vont-ils prendre pour être en sécurité, pour être protégés? Et vous décrirez les événements exceptionnels. Par exemple, s'il y a une suspicion d'un cas Covid-19, quel protocole mettons en route? Et les mesures complémentaires, c'est tout ce qui vient en plus, comme le nom le dit. Par exemple, aérer les locaux 3 fois par jour au moins pendant un quart d'heure, ça en fait partie. Les mesures d'hygiène pour le personnel de nettoyage, comment est-ce qu'il change, comment il prend ses pauses, comment il prend ses repas. Ce sont ce genre de questions qui seront soulevées dans ce point-là. Septièmement, le protocole de prise en charge d'une personne symptomatique et la prise en charge d'une victime d'un accident de travail. Ce sont deux choses différentes, deux points différents, mais qui ont un lien commun que nous allons voir. Donc, le protocole de prise en charge d'une personne symptomatique. Donc, c'est quelqu'un qui est venu au travail, qui n'avait aucun symptôme, et en cours de journée, de pause de travail, il développe au moins l'un des symptômes. Donc, ce protocole doit être rédigé et diffusé. Il faut que l'ensemble du personnel le connaisse et sache comment réagir si un tel cas se produit. Donc, les symptômes doivent être connus. Donc, les plus courants, hein, la fièvre, les maux de tête, en Europe aussi, la perte du goût, la perte d'odorat, etc. Donc, les symptômes doivent être connus. La personne symptomatique doit être isolée. Isolée, ça ne veut pas forcément dire être toute seule. Vous n'allez pas la mettre dans un local, fermer à double tour, la laisser pendant 3 jours et puis regarder ensuite ce qui se passe. Elle peut être accompagnée, et bien sûr, la personne qui accompagne aura des EPI et gardera ses distances. Et vous mobiliserez donc vos ressources internes pour gérer le cas. Le référent Covid-19, des sauveteurs secouristes du travail formés à la Covid-19 spécifiquement, ou d'autres ressources que vous aurez désignées. Le médecin du travail devra être prévenu par vos soins, ou le médecin de famille. Et là, c'est la personne symptomatique qui le fera. L'idée de ce contact rapide-là, en cas de suspicion, puisque c'est pour l'instant qu'une suspicion de Covid-19, c'est de savoir si la personne présente des signes graves ou non. Alors bien sûr, si aucun médecin n'est joignable, vous téléphonez directement au SAMU. Si le médecin vous dit qu'il y a des signes graves, vous téléphonez au SAMU. Et le SAMU dira ce qu'il y a lieu de faire. Potentiellement, peut déclencher les secours. Donc, si les secours sont déclenchés, il faut que vous ayez dans votre protocole la description de comment vous les accueillez et comment vous évacuez cette personne. Parce que vous imaginez bien que de la pièce où est cette personne jusqu'au véhicule des secours, vous n'allez pas pouvoir croiser 10, 15, 20, 30 personnes. C'est pas possible. Donc, vous devez gérer, prévoir, anticiper comment ce déplacement est produit. Et si la Covid-19 est confirmée, le protocole établira l'ensemble des points à mettre en œuvre, sachant que dès qu'il y a suspicion, vous commencerez quand même à réaliser un certain nombre d'actions. Les sauveteurs secouristes du travail, il ne faut pas oublier qu'en accident de travail avec arrêt ou sans arrêt en France, il y en a plus de 1 300 000 chaque année. Donc les accidents de travail vont continuer à se produire. Vos sauveteurs secouristes du travail seront amenés de temps à autre à intervenir pour des victimes. Les gestes barrières ne sont pas applicables dans la plupart des cas. Il faut former spécifiquement vos sauveteurs secouristes à la Covid-19 et vous devez établir quelle prévention ils doivent mettre en œuvre pour pouvoir agir auprès d'une victime. Enfin, 8e point, c'est le dernier point, ne pas négliger les autres risques. Les autres risques, nous l'avons déjà dit, les repérer, tous les nouveaux risques qui sont induits par
les modifications entraînées par la gestion de la Covid-19. Les risques psychosociaux obligatoirement à réévaluer. Vous avez des gens qui ont été confinés, des gens qui reviennent au travail, qui peuvent craindre d'être contaminés, de contaminer leur famille. Vous pouvez avoir des gens qui peuvent être inquiets pour leur avenir professionnel. Les risques psychosociaux impérativement doivent être réévalués. Le télétravail entre les personnes qui n'arrivent pas à se déconnecter, celles qui sont en train de travailler dans leur salon sur le canapé avec la table basse et des enfants qui tournent autour, ce n'est pas toujours forcément évident quand on n'a pas pu préparer en amont ce type d'action. Et le télétravail, c'est aussi pouvoir maîtriser des outils de communication à distance. Est-ce que tous les salariés savent le faire? Quelles sont les difficultés? Quels équipements ont-ils, etc. Liés aux EPI, on peut avoir des risques qui sont liés aux EPI, à l'utilisation de nouveaux EPI, donc il faut les gérer. Rappel pour les gants ne sont pas une solution systématique. Il faut les faire porter quand c'est absolument nécessaire. Parce que si vous faites porter les gants tout le temps à votre personnel, ben les gants, on ne les lave pas. Les mains, on les nettoie, gel hydroalcoolique ou eau et savon. Ce n'est pas le cas avec les gants. Donc les gants, quelquefois, ça peut être contre-productif. Et vous devez réévaluer tous les risques connus. L'INRS, par exemple, rappelle qu'il est absolument important de continuer à demander à vos personnels de tenir les rampes d'escalier. 10% des actions travaillées avec arrêt se passent dans les escaliers, d'après l'INRS. Vérifiez vos consignes d'évacuation. Dans certaines entreprises, très gros travaux ont été faits, des circulations ont été séparées pour éviter que les gens se croisent, qu'ils soient bien séparés. Quelquefois, ça a également été mis dans les escaliers quand il n'y a qu'un seul escalier. Les questions sont les suivantes. Si une évacuation est nécessaire, comment cela se passe-t-il? Si les secours arrivent, comment accèdent-ils? S'il faut évacuer une personne avec un brancard, par exemple, comment cela se passera-t-il? Donc, il faut vous réinterroger par rapport à vos consignes d'évacuation et valider qu'elles sont toujours pertinentes ou pas. Donc, en résumé, nommer un référent Covid-19. Former et informer vos personnels. Réaliser la distanciation physique et gestes barrières, c'est la base absolue de cette prévention. Gérer les flux des personnes. Mettez en œuvre des mesures d'hygiène générale et d'hygiène personnelle. Établissez une stratégie de nettoyage. Écrivez votre protocole de prise en charge d'une personne symptomatique. Donnez des instructions claires de prise en charge d'une victime d'un accident de travail. Évaluer les nouveaux risques et réévaluer les anciens risques que vous connaissiez et qui sont présents hors pandémie. Alors bien sûr, dans l'ensemble de ces démarches, si vous avez des besoins, nous pouvons vous accompagner. Notre conseil est de ne pas forcément utiliser la trame du document unique que vous utilisez habituellement. C'est plutôt de créer un document particulier à côté, mais qui sera annexé à votre document unique, qui gère toute la problématique de la Covid-19, donc de cette pandémie-là, et celle-ci et pas une autre, parce que les mesures de prévention que nous mettons en place sont adaptées au comportement du virus. Si un jour une autre pandémie, ce que nous n'espérons pas évidemment, mais si un jour une autre pandémie se déclare avec un autre virus, avec un virus qui a des caractéristiques différentes, ce ne sont pas tout à fait les mêmes mesures de prévention. Donc là, on est dans un cas très particulier. Donc le fait de pouvoir l'avoir en annexe vous permet, en cas de pandémie de Covid-19, de basculer dans votre document unique sur toute cette partie-là. Hors pandémie, vous basculez sur votre document unique habituel. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Donc ce que je vous propose, c'est que nous regardions les questions que vous posez pour pouvoir y répondre. Bon, il faut juste un petit soutien technique pour faire apparaître ces questions. Voilà.
Alors, on va les prendre les uns après les autres. Donc, je n'ai pas compris comment réévaluer les risques habituels. Tout se passe sur le terrain. C'est-à-dire, vous avez mis en œuvre toutes vos règles de fonctionnement, de prévention de la Covid-19. Et vous devez regarder comment les risques hors pandémie sont impactés. Par exemple, si, prenons un exemple simple, vous avez de temps en temps dans la maintenance besoin de manutention d'objets lourds, et puis généralement, ce sont deux personnes qui déplacent cet objet rapidement, qui ne posent pas de problème. Et là, avec la pandémie, on dit il faut garder ces distanciations. Est-ce que, comment déplacerons-nous cet objet? Qu'est-ce qui sera mis en place pour gérer cet objet? Donc, quel impact sur les prises de manutention, sur les troubles musculo-squelettiques avons-nous avec cette évolution? Le fait que les gens soient à distance, quel impact ça peut avoir dans l'ensemble de vos risques habituels? Donc, il faut en fait tous les rebalayer et vous poser des questions sur est-ce que la cotation reste la même ou pas. Alors, la question suivante, peut-on prendre la température à l'arrivée sur le site? Alors, on peut, mais ce n'est pas recommandé. Alors, pourquoi ce n'est pas recommandé? Il y a plusieurs raisons. Déjà, nous savons aujourd'hui que des personnes peuvent être asymptomatiques et porter le virus. Nous savons aussi que on peut développer des symptômes, mais les personnes sont contagieuses quelques jours avant que les symptômes se déclarent. Donc, prendre la température ne permet pas de garantir quoi que ce soit en termes de prévention. Donc, ce n'est pas un outil qui vous permet très facilement ou à coup sûr de gérer la Covid-19. Donc, ce n'est pas recommandé. Vous pouvez le faire quand même si vous le voulez, à plusieurs conditions, d'établir une note de service qui sera annexée à votre règlement intérieur. Sachez qu'il vous est interdit de lister, de mémoriser, d'archiver les informations des prises de température. Vous devez respecter les conditions de dignité des personnes dans la prise de température. Il vous est interdit d'avoir un système automatique de relevé des températures. Un salarié a le droit de refuser qu'on lui prenne sa température. Si, dans ce cas-là, vous refusiez qu'il rentre dans votre établissement, il est très probable que vous serez amené à devoir lui payer sa journée de travail. En fait, la prise de température avec la Covid-19 ne va pas vous aider à gérer la situation. Il y a l'obligation toujours dans toutes les mesures qui sont prises d'avoir une proportionnalité par rapport à l'objectif de la chose, et ce qui n'est pas le cas là. Ce ne serait pas la même chose si nous avions un virus qui déclenche automatiquement la température. Et une fois que la température est là, on sait qu'à partir de ce moment-là, les gens sont contagieux. Là, ce serait certainement plus utile et certainement que ce serait recommandé dans ce cadre-là. Alors, la question suivante, quelle est l'utilité du carnet de bord si le DU est mis à jour? Oui, le carnet de bord, donc c'est un point qui est qu'on retrouve de temps en temps dans la littérature qui parle de la Covid-19. Donc le carnet de bord, c'est effectivement une bonne idée. C'est au fur et à mesure du temps qui passe, tous les jours, de noter ce qui est fait, ce qui est mis en place, quelle est l'évolution de vos actions pour pouvoir bien garder la traçabilité des choses. Il faut bien garder en tête que vous avez, nous sommes tous dans un environnement avec totalement évolutif en termes de connaissances, en termes de production de textes. Si nous revenons sur la prise de température, à un moment donné, c'était quand même plutôt recommandé. Ensuite, ça ne l'a plus été. Donc, de pouvoir corréler l'évolution de vos pratiques avec l'évolution des textes et en même temps d'avoir votre historique, ça peut vous être utile. Et par exemple, nous savons qu'une société qui était en référé devant un juge a pu démontrer la qualité de son implication, entre autres par ce tableau de bord qui a montré qu'elle était très très impliquée, très
sérieuse dans sa démarche. Donc la question suivante, en quoi le port des EPI peut engendrer des risques s'ils sont là pour protéger? Oui, alors c'est une bonne question, parce qu'effectivement, on peut penser que si on met des EPI, équipements de protection individuels, on est individuellement protégé, sauf que quelquefois, les EPI peuvent engendrer d'autres problématiques. Prenons les gants, qui encore une fois ne sont pas recommandés de façon systématique. Mais si vous avez des gens qui portent des gants sur de longues durées, surtout s'il fait chaud, il peut y avoir de la transpiration, on peut développer des problématiques de peau. Quand on porte des visières, un visière, ça a un certain poids, même si ce n'est pas extrêmement lourd, mais porté pendant une journée complète, surtout avec une tête, si on a des positions de corps avec une tête qui est un petit peu penchée, parce que le poste de travail est ainsi, on peut avoir des douleurs cervicales, le port des masques, des tas de gens ont, pas tout le monde, hein, mais sur des choses qu'on entend très régulièrement, des personnes qui ont des difficultés de respiration, qui ne se sentent pas du tout à l'aise avec les masques, qui également on peut transpirer, on peut avoir des problématiques. Donc les EPI peuvent éventuellement développer ou être à l'origine de problématiques de santé, de sécurité, soit plutôt de santé que de sécurité, encore que si par exemple dans un autre cas de figure on prend des bouchons d'oreille trop performants et qu'on n'a pas au moins 70 décibels d'audition, on peut perdre des sons qui sont là pour protéger, qui nous avertissent de problématiques. Donc il faut regarder ces EPI d'environnement dans lequel on est, et vous devez forcément gérer, mettre dans votre document unique que ces situations peuvent exister, c'est-à-dire qu'on peut avoir des problèmes de transpiration et autres, et dire comment c'est géré et ce qui est mis en place. Pourquoi le port des gants n'est-il pas recommandé? Alors le port des gants, donc on l'a dit un peu tout à l'heure, donc on revient dessus. Si on porte des gants de façon, alors on parle bien de façon systématique, Quand on est au contact de personnes ou quand on donne des soins à des personnes, il est clair que les gants sont absolument indispensables. On peut aussi penser qu'un sauveteur secouriste du travail, quand il prend en charge une victime, que le port des gants soit plutôt recommandé et bienvenu. Mais de façon systématique, quand on n'est pas exposé à une personne qui est potentiellement porteuse de la Covid-19, ce n'est pas recommandé parce que les gants, on ne les nettoie jamais. Les gants, on va toucher des surfaces différentes et variées. Si le virus se dépose sur les gants, ben, on le redéposera ailleurs et ailleurs et encore ailleurs. Et en fait, on va propager beaucoup plus facilement le virus avec les gants que sans les gants. Parce que sans les gants, on se nettoie les mains. Chaque fois qu'on utilise du gel hydroalcoolique, chaque fois qu'on les lave, et il vaut mieux à choisir laver à l'eau et savon parce que c'est moins agressif pour la peau que le gel hydroalcoolique. Et sinon, gel hydroalcoolique, si on ne peut pas laver les mains au savon et à l'eau, chaque fois qu'on lave les mains, on sait qu'on détruit les virus. Donc, selon le bon protocole, on détruit les virus sur les mains. Donc, on sait qu'on a des ruptures de continuation d'éventuellement de transmission du virus d'une surface à l'autre. Et avec les gants, on peut avoir un faux sentiment de sécurité et on peut être amené peut-être à plus facilement toucher le visage ou autre que sans les gants. Alors, question suivante. Que puis-je faire si un salarié refuse de porter le masque? Donc ça, c'est quand même assez... c'est sûr que c'est assez compliqué si un salarié refuse de porter le masque. Déjà, il faut voir avec lui quelle est la raison. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des difficultés pour respirer? De quoi se plaint-il exactement? Est-ce que c'est trop chaud, trop lourd, transpire de trop? Pour essayer de définir quelle est la nature exacte de son problème. Ou est-ce que c'est tout simplement qu'il ne supporte pas l'idée d'avoir un masque et que ça l'empêche de parler à l'aise ou autre. Donc, il faut déjà établir le type de nature du problème que rencontre cette personne. Mais il est clair que si votre analyse des risques définit que le port du masque là, est obligatoire, il va falloir
quand même que ce salarié puisse se porter. Vous pouvez, dans un cas de ce type-là, aussi solliciter le médecin du travail si la personne se plaint de certaines difficultés. Mais encore une fois, il est absolument clair que si votre analyse des risques démontre que le port du masque est obligatoire pour la protection des personnes, vous ne pouvez que l'imposer. Et si la personne ne peut pas le porter, il faut que cette personne soit sur un autre emploi, sur un autre poste. Il n'y a pas tellement d'autres solutions. Les masques, pour le rappel, hein, tous les masques chirurgicaux, les masques grand public, protègent les autres personnes et pas les gens qui les portent. C'est une protection collective, en fait, à quelque part. C'est-à-dire que si tout le monde porte des masques de ce type-là, on diffuse beaucoup moins le virus, puisque chacun ne le diffuse pas vers les autres. Ce sont les masques FP1 qui sont des EPI complets et qui protègent le porteur de ces masques. Dans les entreprises qui ne sont pas exposées aux risques biologiques purs, les masques chirurgicaux sont suffisants. Mais ça protège, encore une fois, surtout les autres personnes. Alors que les salariés ont souvent tendance à penser que c'est des masques. Ça se voit dans les comportements. Hein, et on a tendance, quelquefois, à ne pas trop respecter la distanciation sociale, alors qu'elle est absolument impérative, malgré le port du masque. Donc, dans la proposition de rédaction du document unique, que deviennent les unités de travail? Oui, dans le cas classique du document unique pour en réaliser un, on divise l'entreprise en unités de travail. L'unité de travail, c'est une unité dans laquelle tous les salariés qui s'y trouvent sont soumis globalement au même type de risque. Donc, l'unité de travail est définie soit de façon géographique, soit par métier, selon différents critères. Dans le cas de la Covid-19, si on prend par exemple le cas de la maintenance, on ne peut pas définir de façon géographique son unité de travail, puisque c'est vraiment un métier qui se produit partout dans l'entreprise. Donc, il est assez difficile de construire le document unique sur le risque de pandémie de la Covid-19 en se calquant exactement sur le support que l'on a habituellement en suivant les unités de travail. Les unités de travail, on les retrouvera malgré tout dans ce que nous vous proposons, dans la déclinaison des différents points. Quand vous définissez les sens de circulation, quand vous définissez la jauge, ce sera étudié situation de travail par situation de travail. Définir est-ce que les gens doivent porter les masques ou pas. C'est dans l'étude de chaque unité de travail que ce sera produit. Donc en fait, vous aurez des sous-chapitres qui seront quelquefois globaux à l'entreprise, chaque point, et quelquefois déclinés par unité de travail, avec les particularités des unités de travail, ce qui vous permettra de le gérer. Donc, vous vous y retrouvez par ce biais-là. Parce qu'effectivement, les unités de travail, c'est quand même, on les retrouve dans les articles du Code du travail, qu'il faut décliner document unique par unité de travail. Donc, vous ne dérogez pas à cette obligation, puisque vous les aurez dans vos sous-chapitres. Donc on ne les perd pas de vue. Et effectivement, ça reste important parce que d'une unité de travail à l'autre, les contraintes et les environnements sont différentes. Donc, vous allez de toute façon être précis, pointu pour chacune de ces questions-là. Voilà, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, nous avons fait le tour. Donc, je vous remercie de nous avoir rejoints, d'avoir passé ce temps avec nous. Le support vous sera communiqué. Vous aurez accès au replay de ce webinaire. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne activité dans votre entreprise et de pouvoir travailler en sécurité et de prendre bien soin de vous, de vos proches et de vos collaborateurs. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.